les news de ce soir avec de l'athlétisme. Semi-marathon, Kibiwott explose le record du monde. Le Kenyan Kibiwott Kandie a explosé dimanche le record du monde du semi-marathon homme à Valence en remportant la course. À 24 ans, Kandie s'est en effet imposé en 57 minutes et 32 secondes devant le champion du monde ougandais Jacob Kiplimo, alors que le record précédent appartenait au Kenyan Geoffrey Kamworor, qui avait couru en 58 minutes et 1 seconde en septembre 2019 à Copenhague. Le record du monde de semi-marathon n'a tenu qu'une seule année, la faute au Kenyan Kibiwott Kandie, qui a pulvérisé cette performance dimanche dernier en Espagne à Valence en 57 minutes 32 secondes. Le jeune athlète de 24 ans, professionnel depuis 2017, a mis aux oubliettes les performances de son compatriote Geoffrey Kamworor, qui détenait cela l'année dernière. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, Kandie est très en forme. En septembre dernier, il a remporté le semi-marathon de Prague. Il est venu deuxième lors du championnat du monde de semi-marathon qui s'est déroulé en Pologne. Et puis, dimanche dernier, il a remporté le semi-marathon de Valence avec un record à l'appui. C'est un garçon qu'il va falloir surveiller pour les Jeux olympiques l'année prochaine du côté de Tokyo. D'accord. Alors, chez les femmes, c'est plutôt une Éthiopienne qui a ravi la première place. C'est Genzebe Didaba qui s'est imposée sur son premier semi-marathon en 1 h 5 minutes et 18 centièmes. Et derrière elle, c'est une Kenyane, Sheila Chepkiriu, qui a, elle, son chrono 1 h 5 minutes 51 centièmes. Et la troisième, c'est une Éthiopienne, Senbere Teferi, qui a terminé aussi avec 1 h 5 minutes et 51 secondes. Alors, il faudrait dire que les courses de fond de longue durée sont le chant des Éthiopiens et des Kenyans, parce qu'on n'entend pas véritablement les Ivoiriens ou ceux de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est clairement et les Éthiopiens et les Kenyans qui sont vraiment à fond dans ces courses-là. Donc, il faudrait aussi, après le sprint et les autres courses dans lesquelles les Ivoiriens ou les Africains de l'Ouest évoluent, il faudrait aussi se concentrer sur ces semi-marathons, ces marathons. Bon, après, ça s'explique. Il y a le climat, voilà, ils sont en altitude. On ne va pas rester tout le temps dans cette excuse. Il faudrait aussi explorer d'autres univers pour ravir. Au niveau du sprint, ils ne sont pas présents. Hein. Voilà. Au niveau du sprint, ils ont Kenya, Érythrée, Éthiopie et les autres. Ouganda, ils ne sont pas présents. Même à dire ici que trop de viande de la sauce, ça ne gâte pas. Donc, trop de médailles à la Côte d'Ivoire. Non, mais ils n'ont pas pour les sprints, ils n'ont pas le physique. Voilà, parce qu'au niveau du sprint, quand même, je dirais, il y a la forme athlétique qui compte, ils n'ont pas le physique. Donc, ils s'intéressent plus aux courses de fond, où voilà, ils se sentent mieux à l'aise. Et surtout dans cette partie de l'Afrique, moi, je voulais le dire, Djibouti, Érythrée, Kenya, Éthiopie. Vraiment, pour les dévancer, ça va être compliqué. Et même quand vous voyez un autre athlète, je dirais, d'une autre nationalité, c'est que cet athlète a changé de nationalité, comme par exemple Mofara, qui court pour la Grande-Bretagne, mais qui est africain et qui vient de cette partie de l'Afrique. Donc, je dirais, comme l'a dit Yelo, en tout cas, c'est une compétition, je dirais, c'est une discipline qui leur tend toujours la main. Mais voilà, en fonction aussi du climat. Ils sont en altitude, ils arrivent à facilement s'entraîner. Et aujourd'hui, même des nations européennes, pour préparer souvent les Jeux olympiques, vont soit au Kenya, vont soit en Éthiopie, pour pouvoir se préparer, pour participer à ces différentes compétitions. La classe des Africains sur ce semi-marathon, parce que les 7 premiers sont africains, 6 Kenyans et 1 Ougandais. Il faut aller jusqu'à la 8e place pour retrouver un Européen, c'est le Suisse Julie Wander. Et puis la 9e place, un Espagnol, Carlos Mayo. C'est vous dire à quel point les Africains ont dominé ce semi-marathon. Vous parliez hier du marathon qui avait été remporté par les Africains. Là encore, le semi-marathon. Ils sont 7 premiers. Ça vous dit que c'est leur spécialité, sur les traces du grand Kipchoge. Et donc le Kenya continue, l'Éthiopie depuis longtemps. Et puis il y a l'Ouganda qui est en train de se glisser également. Bon, c'est leur chance, comme Séville avec la Ligue Europa. Ils sont imbattables sur la distance. Eh bien, très bien. Allez, on poursuit avec du rallye. 7e titre mondial pour Ogier. Titré de 2013 à 2018 et seulement 3e en 2019, Sébastien Ogier a décroché dimanche sa 7e couronne mondiale.
Le Français et son copilote Julien Ingrassa ont remporté le rallye de Monza devant le champion du monde en titre, Ott Tanak. Deuxième du championnat du monde avant cette ultime étape avec 14 points de retard sur Elfyn Evans. Ogier a profité de la sortie de route du Gallois samedi pour reprendre la main. Sébastien Ogier rentre un peu plus dans l'histoire du rallye car en remportant son 7e titre, eh bien, il rentre dans la légende. Il rejoint le Finlandais Juha Fakkunen qui a lui aussi 7 titres qu'il a gagnés avec 3 marques différentes. Le prochain objectif de Sébastien Ogier, ce sera d'atteindre Sébastien Loeb qui, lui, a 9 titres. Notre 7e titre mondial pour Ogier. Oui, il est en course pour égaler un autre Français, Sébastien Loeb, qui lui totalise 9 titres de champion en WRC. Et puis, il faut rappeler aussi que c'est sa 49e victoire en WRC. On dira aussi que cette compétition vraiment réussit très bien aux Français, puisque les deux Français... Sébastien. Et surtout Sébastien, voilà. Ogier ça et doit Loeb. être ça doit être le prénom. Le prénom aussi, donc peut-être on va y penser pour les enfants à venir. Pourquoi pas peut-être un Sébastien Kwame ou pour être mais nous sommes en Côte d'Ivoire. V Sébastien. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc un Sébastien Kwaku, bien voilà. Et puis quelque part on aura des titres de champion. De rallye. Bon, voilà. En tout cas, c'est une discipline qui est vraiment dominée par les Français. C'est vrai, quelque part, les Finlandais, quand même, ils s'expriment très bien là-dedans, notamment avec Juha Fakkunen qui lui aussi avait remporté, je dirais, des titres avec 3 écuries différentes. Aujourd'hui, Sébastien Loeb l'a fait notamment avec Volkswagen, avec Ford et avec Toyota, Peugeot. Voilà. Donc, il réussit quand même à être très, très intéressant. Et puis, surtout, depuis l'absence de Sébastien Loeb qui, lui, a pris sa retraite, c'est Ogier qui fait la loi. Absolument. 7e titre pour Sébastien Ogier, qui est l'homme fort en ce moment du côté du rallye. Il faut savoir qu'il a été pendant longtemps le partenaire de Sébastien Loeb, lorsque les deux étaient du côté de Citroën. Et puis il a pris son envol à partir de 2013 avec Volkswagen. Il a enchaîné les titres, 7 titres. L'année dernière, il était vice-champion. Cette année, il est champion. Il a fait son retour du côté de Citroën l'année dernière. Et puis là, c'est lui. Mais il a 7 titres. Loeb a 9 titres. Et là, Ogier veut prendre sa retraite en 2021. Bon, ça embête un peu tout le monde parce que c'était le seul qui était capable d'aller chercher les 9 titres de champion de Sébastien Loeb. Bon, en même temps, tout le monde s'est dit que pendant longtemps, les 9 titres de Sébastien Loeb vont régner pendant longtemps parce que qui pourra aller le chercher? Ogier était le seul. Il va prendre sa retraite en 2021. C'est le bruit coucou. Mais bon, ça montre bien la qualité du rallye français. Les deux Sébastien sont très, très performants et ils règnent en maître sur le rallye mondial. Alors, Roger Stéphane, voilà, il a dit qu'il voulait prendre sa retraite. Ce n'est pas encore fait. Il a le temps de se rétracter, de changer d'avis et d'aller égaler le record de Sébastien Loeb. Il peut l'emmener à changer cette idée, cette décision qu'il veut arrêter. Il faut qu'il continue. Parce bon, il a 36 ans. Et puis ce serait dommage quand même de s'arrêter à la porte du record. Mais c'est pas aussi facile. Il faut savoir que dans cette compétition, et comme je le disais, les Finlandais, mais il y a aussi un Ott Tanak qui est très bon. Il y a Thierry Neuville qui lui aussi est très bon. Donc, c'est vrai, il a remporté cette année. L'année parce que ce n'était pas lui qui était le champion. Donc, c'est souvent comme celui-là. Voilà, depuis le départ de Loeb, il n'y a pas d'hégémonie, je dirais, véritable au niveau des titres en WRC. Donc, voilà. S'il reste, est-ce que ça sera... Il pourra remporter les 2 prochains titres? On ne sait pas. On verra. Il reste pour voir ça. Comment? Il faudrait rester pour voir ça. Bon, ben voilà, il a entendu notre cri de cœur. Restez, monsieur Ogier, restez, s'il vous plaît. Allez, avant de poursuivre, je vous rappelle que vous avez jusqu'à 21h pour tenter de remporter un super maillot. Soit maillot du FC Barcelone, soit le maillot de la Juventus Turin. Comment? Eh bien, c'est très, très simple. En allant sur la page Facebook de la 3, pronostiquez sur ce match. Vous invitez vos amis à liker votre commentaire et pour terminer, eh bien, vous partagez la publication. Et demain, eh bien, ce sera peut-être vous qui serez ici en direct sur le plateau de la Grande Team pour récupérer un des 2 maillots. Ouais, c'est pas les 2, non, un des 2 maillots. Le maillot du Barça ou le maillot de la Juve. Allez, on poursuit avec du basketball, NBA, Scottie Pippen, pas d'accord avec Jordan.
Dans un entretien accordé au Guardian, Scottie Pippen est revenu sur le documentaire de Netflix The Last Dance, retraçant la dernière saison de domination des Chicago Bulls dans les années 1990. L'occasion pour l'ailier de s'exprimer et de s'expliquer avec Michael Jordan. Je lui ai dit que ça m'avait pas vraiment plu. Je ne pense pas que c'était très juste par rapport à ce qui a été accompli dans l'une des plus grandes équipes du basket. J'ai trouvé qu'il s'agissait plutôt pour Michael de se mettre en avant et de se glorifier lui-même, a déclaré Pippen. Alors, un peu étrange quand même, cette déclaration, non, Henri-Jo? Surtout, je vais essayer de donner toute la déclaration que Scottie Pippen a donnée au Guardian. Il a dit « Je ne pense pas que The Last Dance était une représentation exacte de ce qui s'est accompli dans l'une des plus grandes époques de la Ligue, pas deux des plus grands joueurs de tous les temps, dans la meilleure équipe de l'histoire. Je n'ai pas vu toutes ces choses-là dans le documentaire. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout Michael Jordan qui essaie de se mettre en avant et qui voulait être glorifié. Les choses se sont un peu retournées contre lui, puisque tout le monde a pu voir ce qu'il était vraiment. Je lui ai dit que je n'ai pas apprécié, que je n'appréciais pas vraiment ce travail. Il m'a dit que j'avais raison et c'était la fin de l'appel. On constate là que, au-delà de tout ce qui s'est passé, au-delà des titres qui ont été remportés, il y avait des embrouilles entre les deux joueurs. On reprochait aussi à Pippen de ne pas être ce joueur-là capable de porter une équipe. Mais on n'oublie pas aussi que sans lui, Jordan n'aurait pas vraiment brillé parce qu'il a été, je dirais, le lieutenant fidèle de Michael Jordan pendant très, très longtemps. Pour moi, il n'y a pas lieu de faire toute cette polémique-là parce que l'acteur principal de ce documentaire-là, c'est Michael Jordan. C'est vrai qu'on parle de la dynastie des Bulls, 6 années, ils ont remporté le titre, mais l'acteur principal, c'est Jordan. Dans un film, il y a les acteurs secondaires, il y a les figurants et il y a celui qui est le principal. Et pour moi, Jordan avait bien évidemment lieu d'être dans ce documentaire et il n'y a pas véritablement polémique à faire sur ce documentaire-là sur Netflix. Donc pour moi, on pouvait faire l'économie de cette sortie médiatique. Un petit peu plus tard, on va parler de Messi et de Ronaldo. Ont-ils des défauts? Eh bien, vous serez invité à nous appeler en direct dans la grande team par téléphone. Donc je vous rappelle le numéro, j'allais dire deux numéros, non, un seul numéro pour nous contacter, le 21 59 93 99, 21 59 93 99. On sait que vous êtes très nombreux à nous suivre de l'étranger. Ah ben, vous mettez juste un petit 00225 devant et puis vous nous appellerez et vous nous direz ce que vous en pensez. Oui, Ivory, allez, on revient à Scottie Pippen, cette sortie concernant Michael Jordan. Il faut comprendre un peu Scottie Pippen. Le film a été diffusé au mois d'avril, le 20 avril 2020, précisément sur Netflix. On a eu le temps quand même de visionner un peu ce documentaire. C'était un documentaire qui était censé retracer le parcours d'une équipe qui a vraiment tout remporté du côté des États-Unis. Sous l'impulsion de Michael Jordan. Sous l'impulsion de Michael Jordan, mais il n'était pas le seul. Il y a l'esprit du documentaire. Sous l'impulsion de quelqu'un, c'est-à-dire que la personne est mise en avant en tant que meneur de jeu, en tant que celui qui a dirigé l'équipe. Mais c'est un documentaire qui est censé retracer le parcours d'une équipe. Et quand on regarde bien ce documentaire, on constate que ce documentaire s'est un peu focalisé sur Michael Jordan. On parle de son enfance, on parle de sa relation avec sa famille, de son progrès au niveau sportif et puis aussi de sa gestion de sa célébrité. Donc vous comprenez par là que le réalisateur, lui, qui était censé travailler sur toute une équipe, de voir les maillons forts de cette équipe, comment cette équipe-là a travaillé pour glaner ses titres, malheureusement, s'est focalisé sur Michael Jordan, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc je pense que Scottie Pippen ne devrait pas peut-être s'en prendre à Michael Jordan, mais plutôt à Jason Hehir, qui est lui qui est le réalisateur de cette production. Quand on écoute un peu, quand on suit un peu l'histoire, Pippen reproche à Jordan d'avoir dit des choses qui n'étaient pas vraies quand ils étaient ensemble au niveau des Chicago Bulls, notamment cette fameuse migraine qu'il aurait inventée lors d'une rencontre. Donc lui-même, il lui a dit, il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été affichées au niveau de ce film-là, qui n'étaient pas en réalité vraies.
quand ça se passait, quand en gros, il reproche à Michael Jordan d'avoir arrangé un petit peu. Voilà, d'avoir arrangé un peu le truc. Fait partie de ce film aussi. Il a aussi été interviewé par Jason Hehi, qui est le réalisateur de ce film-là. Il fait partie des 4 personnes qui ont eu le plus de temps d'antenne sur ce film. Donc, il aurait pu, par exemple, rectifier cette partie-là. Non, mais pendant le tournage, il ne peut pas savoir ce qu'il va diffuser. Après, il n'est pas au montage et tout le reste. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Scottie Pippen et Michael Jordan ont été 2 monstres sacrés de cette équipe des Chicago Bulls. Entre 91 et 98, ils gagnent 6 titres de champion NBA, ce qui est incroyable à l'époque. Jordan a été un très grand joueur, c'est peut-être le meilleur basketteur de tous les temps, mais quand même, tout ce qu'il a réalisé avec les Bulls, c'est dans une équipe. Et dans cette équipe, il y avait son fameux lieutenant qui était Scottie Pippen. Maintenant, Pippen est un peu frustré du fait que dans le documentaire, Jordan tire un peu la gloire, mais ça, c'est toutes les stars dans les équipes. C'est pareil, quand vous parlez de Barça, tout tourne autour de Lionel Messi. Quand vous parlez de la France, tout tourne autour de Zinedine Zidane à une certaine époque. Et en plus, Michael Jordan est un habitué. Il a tourné dans des films, rappelez-vous, de Space James, je crois, dans lequel il a tourné. Il a tourné dans Space James. Il a tourné... Bon, d'accord, c'est bien. Il a tourné dans plusieurs clips vidéo, notamment avec le grand Michael Jordan, Michael Jackson. Donc, lui, c'était un habitué. Et en plus, sur la reconversion, dans les affaires, c'est celui qui a réussi à faire la plus grosse affaire avec un de ses partenaires, qui était un reconverti dans le business, mais peut-être l'un des sportifs retraités les plus riches au monde aujourd'hui. Donc, ça reste quand même le grand Michael Jordan. Il n'y en a pas 2. On peut comprendre la frustration de Scottie Pippen, qui a été un très bon lieutenant, qui a accompagné Jordan dans tous ses faits d'âme au niveau de la NBA, mais on peut bien comprendre quand même qu'un documentaire fasse la part belle à quelqu'un qu'on appelle Michael Jordan, qui reste invraisemblablement peut-être le meilleur basketteur de tous les temps. Alors, pour mieux comprendre cette affaire de lieutenant, aujourd'hui, quand on prend LeBron James, chez les Lakers, son lieutenant, c'est Anthony Davis. Donc, quelque part, c'est vrai, les Lakers ont gagné, mais il y avait aussi l'apport incommensurable de Anthony Davis tout au long de cette campagne en NBA. D'accord, très bien. On va passer à notre page football, mais avant de commencer, petite information qui vient de tomber. Le match PSG-Başakşehir a été interrompu pour cause de propos racistes supposés de la part du 4e arbitre. Oh là là. Oui. Wow. Voilà. Eh bien, dis donc, ça refroidit sur ce plateau. Momentanément ou définitivement? Et de toute façon, on suit ça de très très près, oui, et on vous tiendra informé de la suite des événements. Mais ce serait quand même extraordinaire. Allez, on poursuit donc avec du football. Mercato, Londres convoite Franck Kessié. Selon Calcio Mercato, Franck Kessié figure sur les tablettes de Tottenham et Arsenal en vue du prochain mercato hivernal. Mais le milieu de terrain ivoirien de 23 ans coûte cher. En effet, le Milan AC n'accepterait de le laisser partir, lui qui est en contrat jusqu'en juin 2022, que contre un joli chèque avoisinant les 33 milliards de francs CFA. Et là, je me retourne vers Yeno, que ça a dû fortement interpeller. Effectivement, alors Franck Kessié évolue depuis 3 ans au Milan AC et ses performances séduisent au-delà même des frontières italiennes. Mais concernant Franck Kessié, dans un entretien récent, il disait qu'il ne pensait pas quitter très tôt l'Italie et particulièrement le Milan AC parce qu'il s'y sent bien, il a pris ses marques, il est comme un des cadres majeurs du Milan AC, donc il ne compte pas quitter de sitôt le Milan AC. Depuis son départ du Stella Club d'Adjamé depuis 2015, il faudrait dire que Franck Kessié n'a eu aucune expérience en Angleterre. Tout son parcours a été fait en Italie, donc peut-être qu'il saisira cette opportunité-là pour un nouveau challenge en Angleterre ou peut-être qu'il restera aussi en Italie en tant que cadre du Milan AC ou bien on le verra évoluer certainement dans un autre club, mais toujours en Italie. Je crois que la raison de cette convoitise de la part des clubs anglais est le très bon début de saison de Franck Kessié avec cette équipe du Milan AC. Toute compétition confondue, quand même, c'est 6 buts inscrits par Franck Kessié pour 2 passes décisives. Aujourd'hui, le garçon a gagné en confiance, en assurance. Il a progressé, il a de l'expérience. Et je crois que c'est tous ces aspects-là qui emmènent aujourd'hui les clubs anglais à s'intéresser à notre panthère de Zébizékou. Alors Simon, c'était la raison où l'un des conseillers de Franck Kessié, je lui aurais conseillé de rester à Milan parce qu'il est dans un club qui historiquement existe. Le Milan AC a une très bonne histoire en ce qui concerne non seulement le Calcio, mais aussi la Ligue des Champions. L'équipe aujourd'hui est leader du championnat, donc même si il y aura peut-être des impasses, mais quand même une équipe capable de finir dans les 3 premiers à la fin du championnat, donc capable aussi de jouer la Ligue des Champions.
il fait partie des 4. C'est vrai, aujourd'hui, après Zlatan Ibrahimovic, au niveau de Milan AC, on parle de Franck Kessié. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour lui, comme je le disais, de partir dans un club où il va aller essayer de reprendre tout à zéro. Tottenham, Arsenal. C'est pas la grande force. C'est vrai, Mourinho fait des bonnes choses du côté d'Arsenal, mais partir, reprendre tout à zéro, ça ne sera pas évident. Et puis surtout, dans un club ou dans un championnat qui est très difficile, il va partir, il va essayer de s'adapter, ça va prendre du temps. Qu'il reste au Milan AC, qu'il joue la Ligue des Champions l'année prochaine avec cette équipe du Milan AC, qu'il passe assez des caps avec cette équipe du Milan AC et qu'il devienne un patron au Milan AC. Je vais vous mettre un petit carton jaune. Hein. Vous avez dit Mourinho fait des... Arsenal. Mourinho Arsenal. À Tottenham. Non, vous avez dit Arsenal. Allez, mon premier carton de la soirée. Allez, laissez-moi le plaisir. Donc, OK. Eh bien, un mauvais lapsus qui n'a pas sa place, monsieur, sur le plateau de la grande team. Ne recommencez pas, s'il vous plaît. D'accord. Parce qu'à la vérité, Mourinho fait du très bon travail avec l'équipe de Tottenham. Sur la journée précédente, ils avaient été battus par Chelsea, mais se sont très bien repris face à Arsenal, justement, 2-0, avec un Kane et un Son qui ont été magnifiques, notamment le premier but de Son sur la passe de Kane était sublime. Bon, là, un match nul, 0-0. Non, ils se sont imposés. Face à Chelsea. Face à Chelsea, c'était 0-0. Ah, face à Chelsea, 0-0, d'accord, mais ils se sont bien imposés face à Arsenal. Ils se sont bien imposés face à Arsenal, 2 buts à 0. Mais je dis quand même que c'est tout sauf Arsenal, parce que Arsenal, bon, vraiment, c'est vraiment l'équipe à éviter, quoi. Arsenal est vraiment dans le dur en ce moment. Pepe, on voit que Pepe a du mal. Là, les Aubameyang ont du mal à décoller. Il faut peut-être éviter Arsenal. Tottenham, pourquoi pas? Parce que Mourinho, justement, est en train de faire du très bon boulot. Il est l'équipe au top de sa forme en ce moment. Et Mourinho a retrouvé un peu ses tablettes tactiques et techniques. Vraiment, il respire bien. Maintenant, est-ce qu'il doit quitter Milan? Parce que quand même, à Milan, il est très bien, il est bien logé, bien aimé. Il a les pénaltys, il a les phases de jeu, il a des buts, il a des passes. Il est aimé. Voilà, s'il a les pénaltys, alors. Hein? Il a les pénaltys devant Zlatan, c'est pas rien. Et il va aller en Angleterre. Zlatan même lui a cédé. Voilà, les on va Bamé qui souffre en Angleterre, Pepe qui souffre, Serge Jean-Michel qui n'a pas de place. Bon, vraiment, qu'il reste en Italie. Il est très bien en Italie. Il est au Milan AC. C'est un club puissant, un club majeur, et qui reste en Italie. Non, mais nuancez quand même vos propos. Vous parlez de Bamin qui souffre. Il est blessé. Bon, il est blessé. Moi, ce que je dis, il souffre, il a peut-être mal, mais parce qu'il est blessé. C'est la dureté, la difficulté du championnat. Vous parlez de Pepe, mais il est quand même bon en Ligue Europa. Qui a du mal à s'imposer. On a Serge Jean-Michel à Fulham, qui a été avec l'équipe réserviste. Bon, je dis, il est bien à Milan. Maintenant, est-ce que Milan va résister aux sirènes financières? Bon, ça aussi, c'est un autre débat, parce qu'on parle de 33 milliards de francs CFA, sait-on jamais. Bon, mais en tout cas, je pense que notre panthère est bien au Milan AC. Il y a Aurier qui brille quand même. Non, mais je ne sais pas. Non, mais... Zaha qui brille. Zaha aussi qui brille. Zaha a fait un doublé. Aurier, il est souvent dans le dur. Hein? Ah oui, là, il a quelques bouts de match en ce moment, mais il est souvent dans le dur. Mais non. Bon, Zaha, il fait un dernier match là qui est très bien. Mais je dis, le championnat anglais n'est pas facile. Et quand vous avez un joueur qui est dans un club comme le Milan AC, qui est patron, qui est titulaire, qui est ménagé par moment quand on a des matchs, des légers matchs, qui fait tout et qui joue bien et qui aide l'équipe nationale avec tout ce qu'il fait, on a envie de lui dire de rester là-bas. Voilà, de négocier une révalorisation salariale et puis de rester au Milan. Rien que ça. Allez, poursuivons. Tout sauf Arsenal. D'accord, on a bien compris. Allez, on va parler de la CAF 2021. La Mauritanie drague Jacques Anouma. Comment est-ce possible? Eh bien, écoutez, selon Pan African Football, l'ancien ministre des Sports de la Mauritanie, Bakoumba, conseillère à la présidence de la Mauritanie, a été dépêché par son Excellence, M. Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République de Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en vue de rencontrer Jacques Anouma, un candidat à la présidence de la CAF. Objectif, trouver une solution de consensus autour de la candidature d'Ahmed Yahya, également candidat à la succession d'Ahmad Ahmad. Bon, alors là, est-ce qu'on doit commencer à trembler, Henri Jo? Mais pourquoi pas le consensus autour de la candidature de Jacques Anouma? Ah! Pourquoi? Voilà une bonne question. Voilà, mais pourquoi pas? Mais Jacques Anouma, il est dans sa dernière année de pouvoir pour se présenter à une élection au niveau de la CAF. Ahmed Yahya, il a
plusieurs années à venir. Il peut se présenter après Jacques Anouma. Donc pourquoi demander à Jacques Anouma de l'accompagner sur cette élection? Non, moi je ne suis pas d'accord. Il faudrait que ça soit le contraire. Voilà. Il faudrait que ça soit le contraire. Et on l'a dit ici pendant plusieurs émissions. Jacques Anouma, quand il était au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il a aidé pas mal de présidents de fédération, notamment le président de la Fédération mauritanienne, sans oublier le président de la Fédération sénégalaise aussi qui se présente. Donc pourquoi pas ces deux ne font pas, je dirais, blocus autour de Jacques Anouma pour aller à cette élection contre Motsepe. Ça doit être normalement la logique qui est là. Voilà. Chaque pays fait la promotion de son candidat. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est à nous, les Ivoiriens, c'est à la Côte d'Ivoire, surtout aux autorités de ce pays, de faire aussi la promotion de Jacques Anouma. Il faut que la diplomatie ivoirienne se réveille assez rapidement pour contrer ces différentes diplomaties qui sont en train de se mettre en place pour essayer d'emmener Jacques Anouma à rallier certaines positions. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, quand on regarde parmi les candidats, c'est Jacques Anouma qui a un profil assez intéressant pour son expérience qui... Non, justement, non, je vous rejoins, mais j'interpelle plutôt la diplomatie ivoirienne parce que là, ce sera diplomatie contre diplomatie. J'ai le sentiment qu'on attend encore, on est un peu attentiste dans cette affaire d'élection à la CAF, alors que ça implique beaucoup de choses, ça demande beaucoup de choses. Donc, c'est à nous, c'est aux autorités, de faire bloc autour de Jacques Anouma, de mettre en place une équipe qui va faire la promotion de notre candidat pour aller chercher des voix pour remporter cette élection. Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est que l'élection à la CAF, c'est un peu comme dans toutes les grandes institutions africaines. Et ce type d'élection, c'est une bataille politique, diplomatique, autour d'un candidat. Il est clair que le candidat Jacques Anouma remplit toutes les conditions et il a peut-être le meilleur profil en ce moment pour être le futur président de la Confédération africaine de football. Mais il faut savoir que derrière, il y a toute une bataille. Regardez par exemple le candidat Motsepe, le Sud-Africain. C'est le ministre des Sports sud-africain qui anime une conférence de presse pour annoncer la candidature de Motsepe et présenter ses parrainages, ses soutiens. Et regardez ce qui se fait en ce moment du côté de la Mauritanie. Mais la Mauritanie est dans son rôle. Elle mène sa diplomatie, elle fait l'offensive, elle essaie de gratter des points, elle essaie de créer un consensus autour de son candidat. C'est exactement la même chose, on ne va pas en vouloir aux Mauritaniens. Maintenant, c'est à nous, les Ivoiriens, de faire la même chose, de se mobiliser autour du candidat Jacques Anouma. Nous sommes bien heureux d'ailleurs que la dernière fois, elle a été reçue par le Premier ministre, accompagné par le ministre des Sports. Ça montre bien que la Côte d'Ivoire soutient le candidat Jacques Anouma. À partir de cet instant, il faut peut-être mettre en branle toute la machine diplomatique, politique, financière pour accompagner la candidature de Jacques Anouma. Ça se fera pour tous les candidats des différents pays. Ça doit également se faire pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est une démarche mauritanienne qui est tout à fait juste. Il faut savoir d'ailleurs que Ahmed Yahya, il est membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, tout comme Senghor, qui est membre également membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Donc ça fait deux gros candidats qui ont avec eux l'appareil de l'institution. Et donc on attend de voir. Mais je pense que Jacques Anouma, on attend peut-être sa réaction par rapport à cette offensive diplomatique, mais qui est tout à fait logique. À nous aussi, Ivoiriens, à nous aussi, Côte d'Ivoire, d'engager maintenant des offensives diplomatiques pour positionner notre Jacques Anouma. Normalement, je pense que ça se fait peut-être dans l'ombre, puisqu'il a été présenté sa candidature à l'État de Côte d'Ivoire qui a accepté de l'accompagner. Donc, en ce sens-là, forcément, une démarche a été mise en place pour accompagner Jacques Anouma. Maintenant, là où, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas d'accord, c'est que voilà, les Mauritaniens demandent à ce que voilà, on fasse consensus, on fasse blocus autour de leur candidat pour qu'il se présente. Quand on sait que Jacques Anouma est dans sa dernière année de pouvoir se présenter à une élection de la CAF. Non, il a déjà essayé à des années antérieures, ça ne s'est pas bien passé. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il a la chance de pouvoir être sur le trône du football africain. On ne fera pas de blocus autour du candidat mauritanien. Vous êtes très remonté. Non, on ne le fera pas. Je suis désolé. Le Sénégalais, là, il dit cadeau. Non, on ne verra rien aussi. Allez, pour revenir donc à cette information concernant ce match entre le PSG et Başakşehir, eh bien, les informations continuent d'arriver au compte-gouttes, donc on va vous les donner le plus régulièrement possible. Il s'agit en effet du joueur Achille Webo, le Camerounais, qui aurait été insulté, donc, qui aurait donc été victime d'une insulte raciste de la part du 4e arbitre, et ses coéquipiers du club turc, fâchés, eh bien, sont rentrés dans les vestiaires depuis la 23e minute. Donc le match est à l'arrêt et on vous tiendra informé de la suite des événements. Et a priori, les informations vont continuer d'arriver. On vous tiendra informé. Allez, on termine ce LGT News avec la Ligue des champions de la CAF. Et ça passe pour le RCA.
Après sa victoire à l'aller en Côte d'Ivoire, 1-0 face à Lasco Kara, en tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, le Racing Club d'Abidjan est rentré du Togo avec une défaite. Ouais, ils ont perdu 2-1, mais le but à l'extérieur permet aux champions de Côte d'Ivoire de se qualifier pour le tour suivant. Roger Stéphane. Oui, tout simplement, bravo et félicitations à l'équipe du RCA, le Racing Club d'Abidjan, le champion de Côte d'Ivoire en titre, qui entame bien donc sa Ligue des champions à ce tour préliminaire. Au match aller, ils s'imposent 1-0. Au match retour, ils sont battus 2-1 par l'équipe du ASCO. Sur l'ensemble des 2 matchs, nous sommes à 2 buts partout, mais le but marqué à l'extérieur comptant 2, eh bien finalement on est à 3-2 et l'équipe du RCA est donc qualifiée. Bravo à cette formation qui apprend bien, nouvellement champion de Côte d'Ivoire, un jeune club qui s'est bâti autour de jeunes présidents formidables. Bravo à cette équipe. Mais il faut savoir qu'au tour suivant, face à l'équipe de Oroya de Guinée, ça va être une autre paire de manches. Mais déjà, il faut vraiment féliciter cette formation du RCA. Bon, on a la réaction de l'entraîneur du Racing Club d'Abidjan. Écoutez ce qu'il a dit. D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, nous ressentons vraiment une fierté. Une fierté pas pour l'exploit que les enfants viennent de commettre, mais plutôt une fierté pour la nation ivoirienne. La nation ivoirienne qui, depuis un moment, ne brille plus en Champions League. On se fait toujours éliminer au second tour. Au premier tour préliminaire, on avait à cœur justement de redorer ce blason-là. Et je pense que les enfants, à Lomé, ce qu'ils viennent de faire ce soir, ce n'est pas pour le RCA, mais c'est pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est un sentiment historique pour moi et de voir mon équipe se qualifier et pour le second tour. Et pour une première fois, la qualification pour le RCA, c'est vraiment très important. Donc, quel que soit le contenu, au match aller et au match retour, il fallait se qualifier. Et moi, vraiment, je remercie Dieu, le tout-puissant Dieu. Et je tire un chapeau à tous ces gamins qui sont battus corps et âme sur le terrain pour arracher cette victoire. C'est ça, c'est la victoire qui compte, c'est le résultat qui compte. Il faut beaucoup les encourager parce que, comme je le disais, après le match aller, l'équipe togolaise est très expérimentée. C'est vrai, c'est une équipe qui n'est pas beaucoup présente sur la scène africaine, mais qui en son sein, plusieurs joueurs évoluant non seulement avec l'équipe A et surtout l'équipe A', l'équipe du Chan, au niveau du Togo. Donc, c'est une équipe expérimentée, notamment le capitaine, qui a été très intéressant à Abidjan. Et je savais que ça allait être difficile du côté du Togo pour avoir vu le match à Ebimpe. Et ça a été difficile. Heureusement, comme je le disais aussi, il ne fallait pas prendre de but à Abidjan et ils n'ont pas pris de but. Il faut savoir que sur ce match retour, quand même, il y avait un absent à l'aller, Ouattara Brahima, qui a joué au match retour. Et puis, il faut féliciter Seri Nyoleba, le milieu de terrain, qui a été formé à la SEC, qui est passé par ici à Oazi et qui évolue avec l'équipe du Racing Club d'Abidjan, qui a été exceptionnel, phénoménal au milieu de terrain, je peux dire, il a presque annihilé toutes les occasions des Togolais. Et au finish, on a ce résultat-là. C'est vrai, défaite, mais qualification pour cette équipe. Le 22 décembre à Abidjan, on verra comment cette équipe va se comporter face à Oroya. Et puis après, on verra la suite. Mais pour l'instant, c'est une équipe qui fait son... Ancien demi-finaliste de la Coupe de la Confédération. Oroya de Guinée, c'est le club phare en ce moment du côté de l'Afrique de l'Ouest, avec le retrait un peu des ASEC et autres. Bon, c'est une autre paire de manches, mais déjà qu'on a très bien commencé. Et je pense que pour une équipe du RCA qui n'est pas en compétition depuis le mois de mars, pour une équipe qui s'est contentée de quelques matchs amicaux, ça et là, bon, c'est une équipe qui a fait un très bon résultat. On a marqué très tôt sur cette défaite, je crois, à la 4e minute. Ça nous a permis donc de bien entrer dans ce match et puis après encaisser 2 buts. Mais le résultat là, il est très bon. Il faut encourager ces garçons. Il faut se remettre au travail avec quelques matchs amicaux. Il faut se remettre au travail pour récupérer tous les garçons. Je crois qu'il y avait Chameau qui était absent dans cette équipe du RCA. Bon, Oroya, c'est une autre paire de manches, mais rien n'est impossible dans cette compétition. Cette équipe de Oroya est jouable et l'équipe du RCA va jouer sa chance jusqu'au bout pour peut-être se qualifier pour le tour suivant de cette Ligue des Champions. Merci à tous ceux qui ont eu la merveilleuse idée de changer le logo du RCA. le fameux il n'oublie pas quand même que c'est avec l'ancien logo qu'ils ont été champions de Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a plein de profils même maintenant. Il y a des faces. Vous voyez, le Racing aime bien la SEC Mimosa. Mais l'équipe togolaise joue en zone noire. Oh, donc il fallait s'y attendre. Mais c'est l'avantage. C'est l'avantage de ne pas prendre de but à la maison. Le Racing Club d'Abidjan l'a bien compris. Ils ont su rester solides avec ce résultat de 1-0 à l'aller. Et puis au retour, eh bien, ils sont allés limiter les dégâts en s'inclinant 2-1. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont marqué un peu plus tôt dans la partie, ce qui les a emmenés, je vais dire, à
à mieux appréhender la rencontre, à bien gérer les assauts offensifs de l'adversaire. Et puis bon, ça passe tout simplement. On prie encore, on croise les doigts pour la suite. On espère qu'ils vont aller loin. Ils vont se qualifier. Ce sont des lions. Et puis la Côte d'Ivoire a toujours réussi face à la Guinée. Je pense que ça va passer aussi pour les Bon, eh bien, très bien. Allez, oui, dernière information concernant donc le Paris Saint-Germain. Les joueurs vont rentrer sur le terrain, ils vont s'entraîner 10 minutes avant de reprendre le match. Ils vont s'échauffer pendant 10 minutes avant de reprendre le cours du match. Et par contre, le 4e arbitre, il pourrait ne pas reprendre la rencontre. Voilà. Bon, c'est un match sans enjeu pour Başakşehir qui est quasiment éliminé. Mais un match en jeu pour l'équipe de Paris qui pourrait se contenter, je crois, d'un match nul pour se qualifier pour le tour suivant. Bon, attendons la suite des événements pour voir. Mais c'est le fait qui est inédit. On avait l'habitude de voir les supporters. Ou les joueurs entre eux. Ou les joueurs entre eux. Mais là, le juge arbitre, un des arbitres qui fait ça, c'est ça. Très bien. Vous savez que l'émission est en direct et que les informations arrivent au fur et à mesure. Dernière information et pas très gaie, celle-là. Elle concerne l'ancien sélectionneur de l'Argentine, Alejandro Sabella, qui est décédé. Qui est décédé à l'âge de 66 ans. Il avait été finaliste du Mondial 94 avec la sélection argentine. 90 90. 90, voilà. 2014, pardon. 2014. Ah, d'accord. Okay. Excusez-moi. 2014. OK. Ouais. Donc voilà. Ouais. Triste nouvelle. Ouais, triste nouvelle. Après Diego Maradona, Alejandro Sabella. Bon, c'est pas terrible. Allez, on va marquer une petite pause. Ouais, ça va nous faire du bien. On va se retrouver juste après la pub. On va retrouver notre invité qui va arriver dans un instant, Yves Mesmin-Mbaya, organisateur du tournoi de la fraternité. Et puis, n'oubliez pas, 2 choses. Il vous reste 12 minutes exactement pour tenter de remporter un maillot qui va être qui est mis en jeu, comme tous les soirs de Ligue des Champions. Un maillot du Barça ou un maillot de la Juve. Eh bien, pour gagner un maillot officiel, c'est très simple. Vous devez aller sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Ensuite, vous devez pronostiquer sur le match. Vous invitez vos amis à liker votre commentaire. Et pour terminer, vous partagez la publication. Et demain, ce sera peut-être vous qui serez ici avec nous sur le plateau de la Grande Team pour récupérer soit un maillot du Barça, soit un maillot de la Juve. Et puis, on va parler dans quelques instants de Messi et Ronaldo. Est-ce qu'ils ont des défauts? Et là, vous pourrez nous appeler. Je vous rappelle le numéro de téléphone 21 59 93 99. Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant.